Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Nous voilà donc à la deuxième partie de cette émission du dimanche 2 février. C'est donc le BADA, les échanges avec la salle. Nous avons parlé tout à l'heure des élections municipales à Paris et du coronavirus. Et c'est autour de ces sujets que nous allons maintenant échanger avec la salle. La première intervention, Madame Roselyne Bachelot, ancienne adversaire de la grippe, comment ça s'appelait, NH, S1, SN, non, H1N1. H1SN, enfin, bref, de la grippe ni asiatique ni espagnole, la grippe apatride. Non, c'était la grippe mexicaine. Mexicaine. Aïe, comment non Oui, comment donc Je ne parlerai pas du coronavirus, sauf pour souhaiter bonne chance à Agnès Buzyn. Je connais la difficulté de cette tâche quand la plupart des spécialistes, même la totalité des spécialistes, disent tout et le contraire de tout, et que les virus sont par définition facétieux. Je lui souhaite bonne chance. Je voulais revenir sur le premier élément du nouvel esprit public, c'est-à-dire la campagne à Paris, pour dépasser un peu la campagne strictement parisienne, pour dire que les questions institutionnelles sont au cœur du pacte démocratique et que l'élection de Paris nous le montre, et que deux écoles finalement se sont affrontées dans le millefeuille administratif qui est le nôtre, avec les 6 échelons de décision. Disons la vision qui est portée depuis très longtemps par les écologistes, c'est-à-dire l'Europe, la région et l'intercommunalité, et la vision portée par les nationalistes ou les hyper-nationalistes, la nation, le département et la commune. Et on voit bien que finalement, la vision moderne, et en particulier une vision écologiste et environnementale, exigerait de déplacer la chaîne de la décision vers le premier élément, Europe, région, intercommunalité. Et que ce que nous ont dit les Gilets jaunes et ce que nous a dit l'opinion publique dans la dernière année est exactement l'inverse de cela. C'est-à-dire l'exigence de la proximité, des choses même infra-administratives. Et ça débouche donc sur le deuxième élément, et qu'il faut absolument résoudre, c'est l'angle mort de la démocratie que représente l'intercommunalité. Vous l'avez à peine abordé dans votre discussion. C'est comment peut-on, avec cet échelon primordial qui doit gérer des problèmes qui sont des problèmes de proximité qui ne peuvent être résolus que sur un écran large. Comment peut-on être en phase de bataille de chefs, de maires, sans que jamais personne dans les citoyens ne sache comment ça se passe? Et personne ne veut aborder la notion d'un scrutin qui enfin sera un scrutin démocratique sur l'intercommunalité. Alors c'est caricatural à Paris, mais c'est vrai dans toutes les villes de France. Est-ce qu'un homme ou une femme politique va aborder cette question, va poser cette question va mettre cette question sur la table? Est-ce que quelqu'un veut enchaîner? Oui, moi j'ai fait, Roselyne, j'ai fait une allusion à ça en disant que le millefeuille administratif n'avait pas été éclairci par Macron, et c'est très dommage parce que ça aurait été le préalable à un débat démocratique qui aurait porté sur les enjeux que nous avons signalés, que Béatrice notamment a signalé, à la fois l'articulation entre les quartiers, la ville et la région. Moi, je considère que ce qui est très grave dans les remodelages actuels, c'est qu'on donne le pouvoir, notamment à travers l'intercommunalité, à des non-élus. C'est quand même un vrai problème. Moi, je trouve qu'il y aurait ce qui me paraît le plus... En revanche, je ne suis pas complètement hostile, loin de là, au département. Je pense que le département et le territoire, je ne sais pas si ça s'articule très bien ensemble, mais je pense que le département est un bon lieu d'administration des prestations, des prestations sociales. Je crois que ce soit... il y a vraiment un lieu, ce n'est pas un lieu stratégique. En revanche, je trouve qu'à Paris, il faudrait avoir fusionné la région et la métropole. Un exemple très simple, c'est la métropole qui est compétente et les communes qui sont compétentes pour le logement,
et la région pour les transports. C'est totalement aberrant. C'est évident que ces deux politiques doivent être articulées l'une à l'autre. Et je trouve que donc il faudrait faire à la fois des grandes mesures de simplification. On ne peut pas continuer avec cet empilement administratif et effectivement donner le pouvoir à des instances qui sont directement élues par le suffrage universel. Ça vaut d'ailleurs, j'ai des amis de Varangeville dans la salle, et je peux vous dire que nous avons le même problème dans une petite commune autour de Dieppe. Moi, l'intercommunalité, ce sont un peu des combinaisons d'état-major, alors que ça porte l'essentiel de l'avenir des politiques locales. Monsieur. Oui. Alors je voudrais revenir un peu sur ce qui a été dit sur notre maire Madame Hidalgo. Je pense qu'il y a beaucoup de reproches qu'on peut lui reprocher, mais il me semble pas que les maires précédents avaient brillé non plus par énormément de démocratie ou de participation publique. Donc je sais pas ce qui est dû vraiment à son action à elle, enfin ce qu'elle a fait vraiment de pire que les autres. Et puis il me semble aussi que Paris est entouré d'ici les Moulineaux d'un côté, de Levallois-Perret de l'autre, et on a aussi donc tous ces maires qui font les mandats de trop dans cette couronne, plus comme ça a été un peu rappelé déjà la région. Donc qu'est-ce qui relève vraiment de la responsabilité de la mairie de Paris, et qu'est-ce qui relève de la responsabilité dans la situation que l'on vit actuellement dans Paris, des maires autour ou des pécresseries de la région? Ce qui relève de la responsabilité du maire, c'est par exemple la propreté, c'est la sécurité, c'est la circulation, c'est le logement, c'est la politique culturelle, mais sinon rien. Oui, moi c'est plutôt à M. Bujon de l'Étang que je voudrais adresser une question, faisant référence à sa culture nord-américaine. Au fond, lorsqu'on dit que la République en marche est plutôt un mouvement qu'un parti, est-ce qu'on ne se rapproche pas un peu du modèle américain où les deux grands partis, c'est-à-dire le Parti démocrate et le Parti républicain, certes il y a des noyaux durs, il y a des militants, j'en doute pas, mais au fond c'est plutôt ce sont plutôt des mouvements un petit peu informes, et les électorats peuvent varier d'une élection à l'autre sans que pour autant ils se sentent attachés à une doctrine particulière. François Bujon de l'Étang. Oui et non. Enfin, je veux dire, je trouve très difficile d'établir une relation entre la République en marche, qui est une création récente et qui a été rendue possible, si j'ose dire, par une élection inattendue d'un nouveau président n'appartenant à aucun parti, et des partis américains qui sont implantés depuis 2 siècles. Ils sont tout ce que vous dites, vous avez raison, ils sont informes, ils sont plus des mouvements que des partis, mais ils sont quand même organisés comme des partis politiques. On s'y inscrit, on y cotise, ce sont des partis politiques. Alors, il se trouve que nous sommes dans un pays fédéral qui est un pays de 300 millions d'habitants. Ça fonctionne de façon complètement différente de chez nous. En plus, c'est un régime présidentiel dans lequel le bipartisme est quasiment institutionnel. On est vraiment très très loin de la tradition française, qui est une tradition de multiparti qui a duré jusqu'à aujourd'hui, et où les partis politiques ont une existence à la fois institutionnelle et politique. Je trouve difficile de comparer les deux environnements politiques. Et le parti La République En Marche, effectivement, c'est plus un mouvement qu'un parti, encore qu'il adopte des comportements de parti, parce que l'exclusion de Cyril Villani, c'est typiquement un comportement de parti traditionnel. Donc, à force d'exister comme mouvement, on finit par devenir un parti, finalement. C'est ce que je comprends. Mais c'est une création tellement récente et tellement ad hoc, si j'ose dire, pour faire face à une situation particulière, que j'ai du mal à le comparer avec un système qui, lui, a bientôt 3 siècles d'existence. Jean-Louis Bourlanges. Oui, je crois je suis tout à fait d'accord avec la réponse de notre ambassadeur, mais ce que je veux ajouter, c'est que la grande différence aussi, c'est que c'est un parti qui descend. Top-down, la République En Marche. C'est un parti, ça existe en France, c'est la tradition bonapartiste, c'est les candidatures officielles sous le Second Empire, ou la candidature gaulliste. Enfin, c'est un parti qui descend, donc qui est tout à fait différent des partis américains, qui sont des partis qui surgissent de la base. Et les présidents sont produits par la base, à travers ces mécanismes extrêmement compliqués de primaires dans une
un État qui est fondamentalement fédéral. Oui. Et on verra dès demain la primaire de l'Iowa, qui est un caucus, qui n'est même pas une élection, mais qui est un caucus et qui est l'illustration exacte de ce que je dis, Jean-Louis. Oui. C'est vraiment les grassroots. Et qui rassemble très peu de monde et qui risque pourtant d'avoir une influence décisive sur la suite. Parce que ça donne le ton. Oui, moi je voulais rappeler plusieurs choses sur si ça s'appelle La République en marche, mais au départ ça s'appelait En marche, c'est-à-dire les initiales d'Emmanuel Macron. Et la deuxième chose, c'est que pour y adhérer, vous pouviez adhérer sur Internet, donc ça se faisait de manière virtuelle, et vous pouviez tout à fait être membre d'un autre parti politique. Donc ce qui me semble important, c'est que c'était vraiment certes un mouvement, mais surtout une manière de conquérir le pouvoir inédite et très maligne. Et évidemment, l'exercice et la conquête du pouvoir, on le sait, ont des choses à voir, mais pas tant que ça. Et d'abord, interrogez-vous, savez-vous où est le siège de La République en marche ? Il est rue Sainte-Anne à Paris, mais personne ne le sait. D'une certaine manière, ce qui est important... À côté de Voyageurs du Monde. Non, ce qui est important, c'est de s'apercevoir que La République en marche existe dans notre esprit, mais aussi d'une manière très virtuelle. Et nous nous posons tous la question de ça s'appelle La République en marche pour plus être seulement EM, mais on sait bien que c'est EM. Et quand Cédric Villani, encore une fois, sur les marches de l'Élysée, dit « fuck you EM », il y a quelque chose qui se passe, c'est-à-dire est-ce que le mouvement La République en marche existe encore après ce qui s'est passé avec Cédric Villani ? Et je crois qu'il y a quelque chose qui montre que, quelque part, l'attachement à ce parti était d'abord un attachement au chef et qu'à un moment, il y a forcément rupture avec le chef quand on veut soi-même exister en politique. Que serait-il advenu de ce mouvement si Emmanuel Macron s'était appelé Zénaïde Vintrop ? Allez savoir. Là-bas, monsieur. Merci. Je vous remercie d'avoir souligné que la campagne des municipales est un peu ridicule intramuros uniquement et qu'effectivement c'est un des vrais sujets. Par rapport à ça, moi je voulais juste dire, il y a eu une initiative très récemment, c'était mercredi dernier, qui s'appelle le Grand Oral Vélo. C'était organisé par 2 associations de cyclistes qui ont convoqué tous les candidats aux municipales et leur ont demandé de décliner leur politique vélo. Et l'une des propositions qui s'est vraiment dégagée de cet événement, qu'on peut retrouver sûrement en ligne, ça s'appelle le vélopolitain. Et donc c'est un schéma directeur de pistes cyclables justement qui vont jusqu'à Pontoise, enfin qui partent du centre de Paris et donc c'était quand même un sujet d'espoir quelque part, c'est que voilà, on va plus raisonner en termes de pistes cyclables purement dans Paris. Tous les candidats ont été assez promoteur de cette idée, et en plus ça reprend la signalétique du métropolitain, enfin donc des lignes de métro pour faire des pistes cyclables avec des points jaunes, etc. Par rapport à ça, ma question c'était effectivement qu'est-ce que vous conseilleriez-vous à David Béliard ou à Cédric Villani ou des candidats qui veulent justement sortir de Paris pour faire évoluer à terme je dirais la circonscription, enfin la façon d'élire la gouvernance finalement au niveau métropolitain. Est-ce que pour vous la conclusion c'est de faire un Grand Paris où on voterait pour le Grand Paris, pour un maire du Grand Paris ? Je crois que déjà que Jean-Louis a répondu en parlant de la fusion nécessaire ou de la confusion nécessaire entre la région et la métropole. Sur la question du vélo, je crois avoir écrit, je suis cycliste, je crois avoir écrit mon premier texte de l'éloge du vélo dans Paris en 95, du plaisir du vélo avant toute chose d'ailleurs, avant du vélo comme moyen de transport. Mais je dois dire que tant mieux si les vélocipédistes ont convoqué les candidats, mais moi je serais candidat, je convoquerais les cyclistes pour leur demander quelle sorte de charte de bonne conduite ils ont l'intention de respecter. Ne pas rouler sur les trottoirs, par exemple. Ou en tout cas, au feu rouge. Non, mais je pense que c'est compliqué, parce qu'il ne faut pas non plus être surréglementaire. Un cycliste, c'est un piéton à 2 roues. Donc on ne peut pas ne pas le traiter comme ça. Mais ça veut dire que, par exemple, si vous êtes amené à rouler sur un trottoir, ça veut dire que vous devez vous imposer de rouler à une allure qui est la même que celle du piéton. C'est-à-dire que vous lui manifestez ce que les animaux font. Quand ils vont dans le territoire de quelqu'un d'autre, ils manifestent par leur comportement qu'ils savent qu'ils sont chez quelqu'un d'autre. On peut espérer du cycliste qui se conduise à peu près comme un animal. Et c'est la même chose pour d'autres modes de transport. Les automobilistes se modèlent sur la vitesse du cycliste.
les automobilistes peuvent participer de diverses manières à la solution des problèmes. Ce sont des cyclistes à 4 roues. Notamment. Alors, c'est malheureusement pas exact, parce que qu'est-ce qui fait que le cycliste est un piéton à 2 roues? C'est que pour lui, s'arrêter est un problème. Tandis que pour l'automobilisme, c'est un problème. Exactement. Et ça fait une grande différence. Voilà, pardon, mais sur la question politique, Béatrice. Pour vous répondre, évidemment, il faut avoir un maire à l'échelle du Grand Paris. Il faut cesser d'avoir cette rivalité, cette concurrence entre communes qui a des effets extrêmement dangereux, j'allais dire délétères, dans l'aggravation des inégalités sociales. Quand vous êtes dans la plaine de Paris, à plaine de Paris qui est en Seine-Saint-Denis, qui est en bordure même de Paris, qui est le lieu de concentration le plus lourd de la grande pauvreté, tant dans l'habitat privé que dans l'habitat social, c'est un problème majeur. La question des migrants, c'est pas parce qu'Anne Hidalgo fait un camp dans l'Ouest parisien pour un peu enquiquiner l'Ouest parisien qu'on réglera ce problème-là. Et dire que c'est le problème seulement de Paris, ce n'est pas vrai. Donc il faut avoir, je crois, si j'étais Villani ou si j'étais Béliard, j'aurais l'audace de poser la question du Grand Paris correctement. On ne peut pas se glorifier d'être une métropole mondiale et ne pas se donner les moyens de la gérer comme une métropole mondiale et d'aggraver une question sociale majeure qui est celle des inégalités dans ce pays. Les 10% les plus riches sont aussi les 10% les plus pauvres au même endroit. Lucille Schmitt. Oui, il me semble que si on commence à raisonner Grand Paris, et c'est pas exactement raisonner comme la région, parce que vous savez que Grand Paris, c'est plutôt la petite couronne et Paris, tandis que l'Île-de-France, c'est quand même la Seine-et-Marne, les Yvelines, donc c'est une beaucoup plus grande étendue avec beaucoup plus de ruralité. Donc c'est 2 questions différentes. Après, sur la question écologique, par exemple, puisque vous parliez pas mal d'écologie entre le vélo et David Béliard, moi, ce qui me semble important, c'est que David Béliard, pour l'instant, il parle à des Parisiens, il parle pas à des personnes qui habitent, par exemple, la Seine-Saint-Denis. Et le sujet, au fond, c'est l'articulation entre l'écologie et bien d'autres sujets. Et aujourd'hui, il me semble que la question de l'écologie politique, elle est un peu dans les limbes sur ces questions-là. C'est-à-dire qu'articuler l'écologie et le social, et par exemple, voir comment Paris a mis toutes ses nuisances industrielles en Seine-Saint-Denis, mais ça date du 19e siècle. Tout ça, c'est des choses qu'il faudrait commencer à adresser. Et d'une certaine façon, alors que les Verts pensent qu'aujourd'hui, leur temps est venu, et leur temps est venu d'avoir des élus, il faudrait qu'ils se posent la question de sortir du strict logiciel vert, et par exemple, du vélo. Moi aussi, je suis cycliste, et je vois bien qu'MDB, mieux se déplacer à bicyclette, bon voilà. Et en plus, Anne Hidalgo reprend les propositions de cette association. Mais tout ça ressemble fortement à une sorte d'écologie pour bobos technologisée. Vous savez, l'homme augmenté avec son vélo. Et à côté de ça, qu'est-ce qu'on fait en Seine-Saint-Denis? Le sujet n'est pas peut-être l'urgence toujours de faire des pistes cyclables, parce que moi, je suis persuadée que pour moi, ça sera génial. Mais comment ça se passera pour des personnes qui se sentent en situation d'exclusion? C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. C'est ce que dit Jean-Louis, mais c'est aussi ce qu'on dit les gilets jaunes. Et Jean-Louis n'est pas un gilet jaune, je tiens à le rappeler. Ah, moi, si à l'intérieur de lui-même, si. Lucille est une femme augmentée par sa bicyclette, moi je suis un homme diminué vers ma canne. Et je crois que quand même, ce que j'observe dans cette campagne, c'est la course à l'eugénisme électoral. Ça, je crois que c'est quand même la dimension. Il y a un certain nombre de populations. C'est d'ailleurs ce que dit Dati, qui a le flair pour trouver des thèmes comme ça, même si elle en fait rien. Mais l'eugénisme électoral, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont à mobilité réduite, et les familles, donc les vieux, les gens qui n'ont pas besoin de nuit de lumière, qui vont pas trop sur les quais de la Seine, etc., qui ne font pas de vélo. Et ça, ils ont quand même comme solution que de partir. Alors le paradoxe, c'est que quand c'est les vieux, c'est eux qui ont de l'argent. Donc c'est eux qui peuvent rester à Paris. Ceux qui peuvent rester à Paris ne peuvent pas y circuler. Ceux qui peuvent y circuler n'ont qu'à partir. C'est quand même un vrai paradoxe. Et la réponse à la question, c'est qu'on ne peut pas penser les transports et l'urbanisme autrement que de façon globale. Et quand on a une circonscription électorale qui est limitée à Paris, il est évident que tous les candidats se foutent complètement de ce qu'on pense en dehors de Paris. Donc il faut renforcer les pouvoirs de la région et faire que la prochaine élection régionale soit une élection où là, on se pose vraiment les problèmes globaux de cette grande agglomération. Oui, je crois qu'il faut quand même rappeler que Paris a perdu 60 000 habitants et que le mouvement est un mouvement de perte
de population, et que aussi, il On a faut gagné dire des que Russes. beaucoup de décisions qui ont été prises, et c'est encore une des responsabilités de la municipalité, et notamment la décision de rendre piétonnes les voies sur berge, sont des décisions qui ont abouti, et qui probablement ont été conçues pour couper le rapport entre Paris et sa banlieue. Si on voulait un système de circulation douce, comme on dit aujourd'hui, à mon avis, ce sont les quais qu'il fallait soumettre aux restrictions de circulation qui ont été imposées aux voies sur berge. L'utilité des voies sur berge et l'utilisation des voies sur berge est une utilisation qui est faite par les banlieusards qui soit traversent Paris parce qu'ils ont une activité professionnelle de l'autre côté, soit qui viennent à Paris pour y exercer pour un moment dans la journée leur activité professionnelle. Tout ça, on le savait quand la décision a été prise. Mais la décision n'a pas été prise sur des bases rationnelles, elle a été prise sur des bases idéologiques. Et c'est le talent ou de Madame Hidalgo ou de ses communicants, parce qu'il faut dire aussi que cette campagne, et pas seulement à Paris, achève de nous montrer quelque chose, c'est, j'allais dire, la vérolisation de la politique par la communication. Et cette capacité à énerver les questions et à les focaliser sur le point qui va créer le plus de buzz énervant repris avec une admirable sottise par les plateaux de radio et de télévision qui font dans l'information directe, pour faire en sorte qu'on ne discute jamais que de choses qui sont absolument éphémères et que la question qu'on pose depuis tout à l'heure et que vous avez repris, monsieur, du rapport entre Paris et sa banlieue ne soit pas posée. Sur cette constatation... Nouvelle affaire Dreyfus. La question ne sera pas posée. Sur cette constatation de ce que ma grand-mère aurait qualifié d'une gaieté décente, merci au public qui nous a suivis pour ce bada comme il nous avait suivis pour l'émission. Merci à celles et ceux qui nous ont aidés à préparer cette émission et à la semaine prochaine. Je vous rappelle, prochaine émission en public le 8 mars, ici même à l'Alsacienne, et juste avant, le 2 mars, un lundi, une émission pour laquelle vous aurez toutes les informations, notamment grâce à notre lettre d'information sur qui gouverne la ville. Merci, à bientôt.